Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Contribution, le podcast pour faire sa différence. On voulait vous remercier déjà pour l'accueil que vous avez réservé à notre premier épisode. Et aujourd'hui, je reçois Constance Lefebvre et Armelle Fontaine qui sont cofondatrices de l'école Saint-Joseph-l'Espérance à Vernon. Saint-Jo, comme l'appellent les parents ou les élèves, c'est une école privée hors contrat qui fonctionne de manière autonome, indépendamment du système éducatif public. Et contrairement aux écoles publiques financées par l'État, le modèle économique de ce genre d'établissement est basé sur les frais de scolarité, des dons, des subventions et d'autres sources privées. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre en valeur aujourd'hui une école dans un podcast ? Parce que c'est une école que je connais bien déjà, parce que mon aîné Léo y a passé toute sa primaire. Et Alénor vient de terminer sa première année de maternelle. Ils s'y sont tous les deux très bien sentis. Saint-Jo, c'est une école pas comme les autres, qui s'est construite comme un projet d'entreprise avec ses hauts et ses bas, ses bonnes et ses mauvaises surprises, et puis parfois ces petits moments de doute, j'imagine. On va en parler un petit peu après. Et c'est une école qui s'est construite autour de 4 familles fondatrices, dont font partie Armelle et Constance. Et donc, bienvenue à toutes les deux sur le Contribution, le podcast pour faire sa différence. Je vais me permettre de vous présenter très rapidement et après on va entrer dans le vif du sujet. Armelle, tu as été professeure de lettres dans le public et tu es également mère de 4 jolies jeunes filles. Tu fais partie des membres fondateurs d'école et on peut dire que tu as donné énormément de temps en tant qu'administrateur de l'association Je Sens, et pas que de temps, beaucoup d'énergie et de plein de choses dans le développement de Saint-Joseph. Et Constance, quant à toi, tu es mère de 3 enfants et bientôt 4, donc déjà félicitations pour ça. Tu arrives et un bébé avec l'école, voilà, incontestablement, effectivement. Tu arrives tout doucement sur tes 34 ans, il me semble. Tout doucement. Mais on va remonter quelques années en arrière, si tu veux bien, en 2016, pour être très précise. À l'époque, tu n'as même pas 27 ans encore, que tu deviens la directrice de Saint-Joseph-l'Espérance et la seule institutrice de l'école, avec une classe de 16 élèves au tout départ. Avec 4 niveaux. Avec 4 niveaux de la grande section au CE2. Donc, c'est un sacré challenge que tu as relevé. Voilà, pour démarrer l'existence de Saint-Joseph. Ça s'est passé comme ça. Alors, comment est-ce qu'une jeune femme qui, à la base, en études de droit, se retrouve sur les bancs de l'ILFM et finit par monter sa propre école en équipe ? L'ILFM, donc, c'est l'Institut libre de formation des maîtres. Donc, c'est une école qui forme des maîtresses. Et donc, je m'y suis retrouvée un peu par hasard. J'étais donc en droit, je voulais devenir commissaire de police. Et puis, en préparant mes concours, je me suis dit c'est dommage de perdre une année à faire juste des prépas de concours, mais voyons s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et je trouvais que se former au métier d'instit pouvait être intéressant dans le sens où pour nos enfants, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les contenus et ce qu'on peut nous apprendre et comment est-ce qu'on peut épauler nos enfants derrière. Et en fait, quand je suis arrivée sur les bancs de l'ILFM, j'ai découvert une vraie passion
et que là où j'avais toujours voulu changer le monde en étant commissaire de police ou en étant inspectrice, finalement c'était pas là. Ma vraie vocation c'était de changer le monde avant, c'est-à-dire avec des petits, pouvoir leur donner tout ce que j'avais moi aussi reçu. C'était pouvoir les épauler, leur donner confiance, les faire avancer. Et vraiment, c'était pour moi essentiel. Et que lorsque je me suis retrouvée instite à devoir transmettre finalement les maths, le français, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus à faire et qu'on pouvait donner une grosse dose de confiance pour les enfants, aux enfants, et donc leur donner la possibilité de changer le monde plus tard, et que finalement moi à mon niveau je peux changer plein d'enfants pour qu'ils s'épanouissent le plus possible, mais que eux ils vont avoir la possibilité de changer le monde. Et c'était vraiment ça, c'était avoir cette possibilité de changer le monde. Armelle, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du projet, comment est venue l'idée de fonder Saint-Joseph-l'Espérance, comment s'est constituée l'équipe des 6 fondateurs à la base, ou des 8 fondateurs, je ne sais plus combien vous étiez, tu nous raconteras justement. Ça a un peu évolué, ouais. Voilà. Et puis, voilà, comment c'est venu sur le tapis, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas mal venu. C'est une personne qui est Constance, qui vient de nous raconter son parcours à elle aussi. En fait, c'est par des amis qui sont devenus cofondateurs avec nous que nous avons rencontré Constance, puisque Constance est la sœur de l'une des cofondatrices. Et ils nous ont posé cette question: est-ce que vous seriez intéressé de fonder une école? Alors pour moi, c'était très bizarre, je dois dire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je viens de l'enseignement classique, public, secondaire. Et une école indépendante ou hors contrat, comme on l'appelle, les deux appellations existent, c'était un peu bizarre, c'est un peu marginal, c'est un peu hors système. Et je voyais pas très bien la nécessité de se mettre un peu à part comme ça. Et puis, j'ai rencontré Constance. Nous étions 4 couples autour de Constance le jour où elle est venue nous rencontrer, où elle nous a présenté le projet. Finalement, un des couples a dit que c'était beaucoup comme engagement, donc a renoncé à nous suivre, mais est un fidèle soutien. Et puis, en fait, on a écouté Constance nous parler de tout ce qu'elle vient de dire, de son désir de petit à petit, de goutte d'eau en goutte d'eau, d'enfant en enfant, avoir un projet pédagogique construit. Voilà. Et moi, pour le petit détail, ce qui m'a fait basculer et monter dans la barque avec joie, ça a été 2 questions. Enfin, moi, j'étais assez critique en tant que prof. C'était le côté pédagogique. C'était le côté vraiment pédagogique qui m'intéressait, parce que j'avais besoin Enfin, pour moi, une école, c'est avant tout une école. C'est pas un endroit où on fait que éduquer, c'est instruire. Et donc, voilà, j'ai posé 2 questions. Je m'en souviens, ça m'a marqué à Constance. Je lui ai demandé si elle avait déjà fait pleurer un de ses élèves. Et elle m'a regardée étonnée en me disant: non. Donc ça, déjà, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Et la deuxième question, je lui ai demandé aussi comment elle faisait pour punir ses élèves. Parce que je trouve que c'est intéressant, les réponses à ce genre de questions. Et en fait, elle m'a répondu qu'elle ne faisait pas des punitions, mais des sanctions cohérentes. Et du coup, ça, je me suis dit, elle est pas mal cette fille, ça vaut la peine de creuser. Et donc, j'ai écouté le reste du projet pédagogique. Et voilà, on a eu tout un été pour y réfléchir, et on s'est lancé en mois de septembre l'année suivante. C'était en 2015. On était donc 6 autour de Constance, et puis ensuite son fiancé qui nous a rejoint aussi dans l'équipe. Et donc, à partir de septembre 2015, on s'est lancé activement dans ce projet de créer une école. On a été bien soutenu par la Fondation pour l'école, qui nous a proposé un week-end de formation sur la direction d'une école et sur la création d'une école. Heureusement, parce qu'en fait, on est certes indépendant, mais on doit rentrer dans des cases des services publics. C'est très officiel, hein, c'est tout sauf clandestin. Une école indépendante, on a dû déposer des dossiers administratifs auprès de 9 services de l'État. Donc des dossiers, des petits, mais des moyens, mais aussi des gros. Donc c'est assez lourd à faire. Voilà, on ne s'imaginait pas du tout à ce point-là. Et donc on s'est lancé. Une année, ça n'a pas été de trop. C'était même un vrai challenge, parce qu'en fait, une année, c'est pas beaucoup pour monter une école indépendante. C'est juste. Et que la plupart des projets d'école indépendante prennent plus qu'une année. Et que là, on avait quand même tout à construire, on est parti de rien, et en plus, on se connaissait pas particulièrement. Donc, c'était aussi créer une relation entre nous et instaurer la confiance. Et c'est vrai qu'une année, ça a été une année juste forte. Mais puis moi, j'étais à Poitiers à l'époque. Et donc, on était en visio aussi pour monter tout ça. Donc, il y avait aussi un petit challenge à ce niveau-là. Et nous, on vous a rencontré en
je crois que c'était Février. 24 février ou 25 février, C'est ça. février, un truc comme ça. Et on n'a pas du tout vu que vous étiez une jeune équipe. Pour nous, c'était une équipe soudée, qui se connaissait, qui allait à Alors fond oui, ça dans nous la a même- soudés, oui. En février, on était soudés. Ouais. Là, on Mais a eu c'est 6 vrai. mois de bain complet. C'était intense. Mais en on fait, était déjà bien soudés en On février. s'est aussi découvert plein d'affinités et surtout le bien des enfants. C'est-à-dire que le moteur, et je pense que c'est un moteur extraordinaire, c'est quand on travaille pour le bien des enfants et que c'est ça notre leitmotiv, forcément derrière on y met le meilleur de nous-mêmes. Et que ça nous a permis de trouver les forces et les ressources en nous pour se dire, tiens, pour la septembre 2016, il faut que ça soit prêt. Et donc on y va ensemble et finalement même... il y a forcément des anicroches comme dans toute équipe, Bien sûr. mais que le bien commun des enfants, le bien des enfants était avant tout ce qui nous permettait d'avancer et de nous dépasser et a fait un lien extraordinaire entre nous. Une particularité aussi d'équipe, et je pense du projet d'ailleurs, c'est que en dehors de Constance, qui est devenue la salariée de l'association à partir de la rentrée 2016, on est tous des bénévoles avec tous des activités extérieures qui n'avaient la plupart du temps aucun rapport avec ce projet. Voilà, c'est pas du tout notre Xème projet qu'on fondait où on aurait eu déjà une certaine habitude, non pas du tout. On était des petits nouveaux, des débutants, et donc du coup ça a aussi ajouté à la complexité parce qu'il fallait trouver des heures, ne serait-ce que ça, hein, donc le soir, la nuit, ça a été sans compter. Développer des compétences. Voilà, même pas développer, même créer des compétences inattendues, inimaginées. Et peut-être, heureusement, d'ailleurs, au départ, qu'on ne savait pas tout. Et Oui, donc, c'est sûr. ça. Ça a été une année très riche. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on s'est dit, vivement l'ouverture de l'école, au moins le plus gros sera passé. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'était juste... En fait, c'est vraiment parce que c'était pas du tout vrai. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en septembre 2016, ça a ouvert. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec une seule classe, Constance, 4 niveaux. Nous, on a été très touchés parce qu'au début, on s'était dit peut-être que si ça tombe, il n'y aura que nos enfants au début dans le projet, ce qui aurait été un peu maigre, et puis au niveau financier, un peu compliqué. Mais on ne s'attendait pas à un tel engouement. Et on a été vraiment épatés du fait que ça soit très bien reçu. Oui. Comme tu le dis, on a fait une première présentation publique en février 2016, donc avec le but d'ouvrir en septembre. Et déjà là, on a eu une assez bonne audience, on avait une salle assez pleine, vraiment, de gens qui venaient soit intéressés concrètement pour leurs enfants, soit intéressés par le projet. Beaucoup de questions auxquelles on savait déjà à peu près répondre. On ne savait pas tout répondre. Par exemple, on ne savait pas en février quelle classe on allait ouvrir exactement. On a dit aux parents, ça c'est en fonction un petit peu de votre demande qu'on va devoir ajuster. Et c'est vrai que pour les fondateurs qui au départ pensaient que ça allait être pour tous leurs enfants, ils ont aussi fait le sacrifice de certains de leurs enfants. C'est-à-dire que Armel, par exemple, n'a pas pu mettre sa fille aînée, et il y en a d'autres dans les fondateurs qui n'ont pas pu mettre tous leurs enfants à l'école, alors que c'était au départ aussi l'objectif. Et c'est vrai que moi, j'étais prête à faire tous les niveaux, c'est-à-dire que de la grande section jusqu'au CM2, et qu'au final, au vu du nombre d'élèves qui ont été inscrits, on a été obligé de sélectionner le groupe du milieu, le gros noyau du milieu. Grande section CP, CE1, CE2, parce que c'était le plus logique, parce qu'on partait quand même de petits, même si c'était pas les tout petits, mais au niveau des normes, c'était plus facile, et on va dire que pour pouvoir avoir une plus grande... de plus grands élèves, c'était plus simple. Mais en même temps, on a laissé de côté les CM1, CM2 en se disant qu'on ferait grandir ces classes-là, nos élèves, on ferait grandir l'école en même temps. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une école et particulièrement de Saint-Jean ? J'ai envie de dire que ça dépend vraiment des écoles alternatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux écoles alternatives qui se ressemblent. C'est aussi ce qui fait leur force, c'est qu'elles s'appuient sur des personnes, sur les maîtresses, sur les porteurs de projets comme une association, sur la directrice. Et c'est ça qui va donner une vraie âme à l'école. Et en fait, le fait que ça soit une petite structure permet vraiment, on va dire, d'irradier l'âme de l'école et de la faire grandir. Donc, deux structures ne se ressemblent pas. Moi, ce que je trouve génial dans les écoles indépendantes, c'est la possibilité de pouvoir s'adapter en fait au terrain, aux enfants, pouvoir avoir un suivi particulier et personnalisé des enfants. Pour moi, c'est vraiment ça, en tout cas dans notre école, c'est faire en sorte de pouvoir transmettre dans la joie, de pouvoir les suivre, leur donner confiance, les faire avancer. Nous, on a des très petits effectifs. Là, on était à moins de 20. Notre objectif, c'est d'arriver de 12 à 14 élèves max par classe, en étant une classe dédoublée, donc avec plus qu'un seul niveau, alors que jusqu'à présent, nous étions en double niveau. Et ça veut dire, quand vous êtes une maîtresse et que vous avez 12 élèves devant vous, le temps que vous avez pour chacun
est forcément bien plus important que si vous avez une classe de 30. Donc pour moi, c'est aussi cette possibilité-là de pouvoir prendre l'enfant tel qu'il est, de pouvoir le pousser au meilleur de ses capacités, de le prendre de manière intégrale, parce qu'en fait, vous avez la possibilité et le temps de le prendre de manière intégrale. Et de le pousser en fait dans l'excellence, mais pas dans je veux à tout prix qu'il sache 5000 langues différentes. C'est pas le fait qu'il soit incollable dans toutes les matières et autres, mais c'est le prendre tel qu'il est et le pousser lui jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et c'est ça dans notre école qui est possible, parce qu'on a justement cette possibilité de prendre et de suivre chacun, parce qu'ils sont peu nombreux. C'est aussi avoir la possibilité d'avoir différentes méthodes. Parce qu'en fait, on n'est pas soumis à un bouquin choisi par la directrice et ça sera tel bouquin et ça sera comme ça et juste comme ça. On a la possibilité d'avoir une grande boîte à outils, et dans notre formation, c'est ce qu'on a et c'est ce qui est vraiment extraordinaire, avec plein de différentes pédagogies, et on a la possibilité de se dire, bah tiens, pour tel élève, même si dans les méthodes de l'école, parce qu'on on a quand même cette cohérence et cette cohésion qui fait qu'on a des méthodes attitrées, on dit, bah ça, vraiment, ça marche mieux, mais on va pouvoir aller chercher à un moment donné en disant, bah, j'arrive pas à lui apprendre la division de cette manière-là, quel est dans ma boîte à outils l'outil qui va me permettre de faire avancer et de donner le déclic à cet enfant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aussi la possibilité de suivre les développements qui sont, c'est-à-dire qu'on peut s'inspirer des méthodes traditionnelles qui ont, entre guillemets, toujours fonctionné, et c'est souvent ce qu'on voit dans les écoles indépendantes. Les pédagogies qui marchent sont celles de l'ancien temps. Oui, non, c'est pas si vrai que ça. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Mais par contre, on a la possibilité de regarder et de s'adapter rapidement, parce qu'on n'est pas énorme, on est encore petit, donc on peut s'adapter facilement. Et d'aller chercher les nouvelles pédagogies, par exemple, toutes les découvertes des neurosciences, pouvoir s'en inspirer et se dire, bah, cool, génial, j'ai tout ça comme nouvelle chose à faire, à transmettre aux enfants. Par exemple, chez nous, on va avoir les réflexes archaïques qu'on a à les fouiller et qu'on a à les regarder. Et bah, tiens, si je peux débloquer un enfant sur tel ou tel point, par exemple parce qu'il gigote beaucoup en classe, bah, peut-être qu'il y a un blocage au niveau des réflexes archaïques, hop, ça permet d'avancer. C'est la découverte des modes cognitifs, et se dire, ah bah tiens, il y a différents modes cognitifs chez l'être humain, à quoi mon élève correspond le plus, et donc comment est-ce que je vais pouvoir faire pour lui transmettre plus facilement, et qu'est-ce que je dois encore développer, parce que le mode cognitif, il n'est pas coincé, on peut le développer aussi. Et donc bah, finalement, avoir du temps, avoir que 12 élèves, avoir cette possibilité de prendre le temps et d'aller chercher différentes choses permet vraiment de s'adapter. Et ça, pour moi, c'est le propre de l'école indépendante. C'est pouvoir s'adapter aux enfants et pouvoir les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qui nécessite une vraie exigence aussi. Et moi, je dirais, là, je rebondis sur ce que dit Constance. Je trouve hyper intéressant, je parle un peu du coup en tant que prof du public classique, la multiplicité de méthodes. En fait, les maîtresses dans cette école ont appris différentes méthodes et donc différents langages pour parler à un enfant. Moi, j'ai eu conscience, moi-même en étant prof classique avec un inspecteur de l'éducation nationale, de devoir faire la méthode du moment. Et j'avoue que parfois, avec certains élèves, ça ne marchait pas. Et en tant que prof, je le voyais. Et pourtant, il fallait suivre cette méthode qui, entre parenthèses, allait changer 5 ans après. C'est ça aussi qui a un petit côté décourageant, parce qu'on se dit, les modes se suivent, ne se ressemblent pas. Il n'empêche que pendant ce temps-là, les enfants grandissent et après, ils vont dans le mur parce qu'on n'a pas eu le droit de changer la méthode. Voilà. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant que les maîtresses puissent connaître différents langages. Et ce que j'aime bien aussi dans l'école et dans le projet pédagogique de Constance, c'est que, certes, au départ, c'est la maîtresse qui va s'adapter en cherchant à parler le langage de l'enfant, mais, et pour moi ça c'est hyper important, le but c'est qu'ensuite l'enfant comprenne un langage commun. Parce que sinon, on en fait... il faut qu'il soit inséré dans la société. Et ça fait vraiment partie du projet pédagogique de Constance, qu'ensuite, oui, l'enfant soit un élément de la société pour, à nouveau, à son tour, construire le monde. Pas rester dans son seul et unique petit langage à lui. Et ça, c'est possible aussi avec la cohérence et le suivi en fait, des maîtresses aussi. C'est-à-dire que parfois, dans des écoles, on voit telle maîtresse va utiliser telle méthode, telle autre maîtresse va utiliser telle méthode, ou même pour les cahiers, ça va être un changement tous les ans.
nous, on a un système complexe de cahiers au début, mais il va nous suivre tout le long de la scolarité. Une fois qu'on l'a compris, c'est bon. C'est bon. Et c'est pour toute la scolarité. Mais c'est pareil pour la grammaire. Et en fait, il y a une vraie logique derrière, il y a une vraie raison. Et en fait, ça sera la même sur toute la scolarité de l'enfant. C'est une progression continue. Voilà, qui fait que les enfants ont cette cohérence, qui fait que c'est aussi rassurant, ils peuvent s'appuyer sur leur base sans être obligés de tout recommencer à chaque fois. Et ça, c'est possible aussi parce que dans notre structure, on va gérer en fait comme une entreprise les maîtresses, c'est-à-dire que on est là dans une recherche d'amélioration continue, il y a un vrai management. C'est toi leur chef. Et finalement, il y a ça. Non mais c'est vrai. C'est toi, c'est Constance, le chef pédagogique. Ce qui n'est pas le cas dans l'éducation nationale, puisque dans l'éducation nationale, le seul responsable pédagogique d'un prof ou d'une institut, c'est l'inspecteur, qui vient une fois de temps en temps, qui fait ce qu'il peut, parce qu'ils ont beaucoup d'enseignants à surveiller. Mais en fait, il n'y a pas le responsable local n'a aucune compétence, le directeur local n'a aucune compétence pédagogique pour faire des remarques. Voilà, ce qui est différent ici dans notre école. Et aussi un petit mot par rapport à la génération de nos parents, par exemple, école indépendante ou école hors contrat, ça avait un petit côté un peu bizarre il y a quelques dizaines d'années. C'était, moi j'entendais parler de cours privés, c'était un truc un peu particulier. En gros, voilà, où on mettait les gamins qui échouaient 3 fois au bac, on allait payer hyper cher pour qu'enfin le gamin il ait son bac. Là, ça a complètement évolué. Nous, en 2016, il y a eu 80 écoles, à la rentrée 2016, 80 écoles indépendantes qui se sont créées, chacune avec des projets très différents, c'est assez intéressant. Là, dernièrement, je crois qu'en 2023, il y en avait 110, donc c'est une croissance exponentielle. Si on calcule, si on fait le nombre de rentrées depuis 2016 fois à peu près une moyenne de 100, c'est énorme de se dire, en France, il y a 600-700 nouvelles écoles depuis que nous, on a lancé en 2016. Donc, c'est un vrai besoin et que le modèle en lui-même est en train de changer. Oui, tout à fait. C'est un sujet sensible un peu en France quand même, l'éducation. Il y a pas mal de débats autour de l'instruction en famille ou même des gens qui s'interrogent sur la pertinence de mettre ses enfants en éducation alternative, voilà, ou se dire s'il n'y a plus de contrôle ou si les gens font n'importe quoi, dans quel état je vais retrouver mes enfants, est-ce qu'ils vont vite s'intégrer après au collège, s'ils se retrouvent dans le système traditionnel. Mais en fait, on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent, c'est qu'il y a quand même un sujet et en fait on n'est quand même pas c'est pas parce qu'on est hors contrat puisque c'est le vrai terme en réalité c'est pas pour autant qu'on est en dehors du système. Moi j'ai contact avec le rectorat, hier encore j'étais au téléphone avec le rectorat, donc il y a de vrais échanges avec justement ces institutions là. Et on a été inspecté, j'avais fait venir à l'ouverture l'inspecteur pour qu'il vienne voir à quoi nous ressemblons. Enfin, à partir du moment où on est, pour moi, c'est important qu'on soit aussi dans le système. Le but, c'est justement de les préparer à la vraie vie. Et si je veux leur donner la possibilité d'apporter leur pierre à l'édifice, il faut qu'ils soient pleinement intégrés dans le monde. Et en fait, c'est comme une famille. Votre famille, c'est pas parce qu'elle est où on va faire attention, où vous allez faire particulièrement attention à vos enfants, vous allez en prendre soin, que vous êtes refermé sur vous-même et que vous allez rester dans vos 4 murs de maison. Non, vous allez avoir certes votre maison, ça va être le petit havre de paix, mais le but c'est que vous puissiez aller les emmener voir des amis, voir des expos, aller à la foire de Vernon, aller où vous voulez, mais en tout cas vous allez avoir la possibilité de les ouvrir vers le monde. Et bien finalement une école c'est pareil, et nous notre école elle a un esprit familial et c'est quelque chose qui est précieux. On parlera de l'implication des parents ensuite, mais vraiment c'est hyper précieux parce qu'il y a cet esprit familial, mais c'est comme une famille, elle est ouverte sur le monde, sinon elle est amenée à mourir et à se déliter. Si on veut qu'elle s'épanouisse pleinement comme une jolie fleur, il faut pleinement qu'elle puisse être ouverte vers les autres. Sans compter qu'on a une obligation de toute façon légale. L'instruction est obligatoire en France, donc il y a un tronc commun des connaissances qui est à respecter. Et ça, Constance doit rendre des comptes à chaque fin de cycle. Il faut que les enfants aient vu telle et telle chose. Donc ça, c'est très bien d'ailleurs, parce que ça peut éviter des dérives. C'est tout sauf clandestin pour ce qui est du cadre administratif, j'en parlais tout à l'heure. Mais pour le cadre pédagogique, c'est pareil. Il faut rendre des comptes. Mais on a la liberté de méthode et des maîtresses formées à différentes méthodes. Et ça, c'est vraiment précieux. Est-ce qu'on parle du rôle des parents dans l'école ? Peut-être ça vaudrait la peine aussi de parler du système économique qui est un peu particulier. D'où le rôle des parents d'ailleurs après. On y va.
Pico. C'est vrai que quand on a créé le projet, on voulait pas que ce soit une espèce de boîte à fric, puisque nous, donc le système, c'est on ne cherche pas à faire de profit. Donc c'est un projet un peu particulier. On est tous bénévoles dans l'association, administrateurs bénévoles, et on emploie Constance et toutes les maîtresses. Mais au début, on ne voulait pas que l'argent soit rédhibitoire pour des parents qui avaient une priorité dans leur famille pour l'éducation, donc qui étaient motivés pour faire ce choix un peu marginal, on en a parlé, mais on ne voulait pas qu'ils soient vraiment rebutés par le financement de Oui, parce des que le scolarités. but, c'est que ça puisse profiter à tous. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas tel enfant de telle catégorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant en général, et c'est pouvoir aider tous les enfants. C'est pouvoir... Enfin, moi qui ai souffert étant petite à l'école, je n'ai pas envie que ça puisse être reproduit sur des enfants. Donc, plus je pourrais en accueillir, et mieux je pourrais les accueillir, et plus c'est important pour moi, en fait. C'est le challenge. Ouais, donc du coup, ça a été toute une réflexion au départ à l'association, et on en est arrivé à une conclusion économiquement très bizarre. C'était qu'il fallait en fait... Quand je le dis comme ça paraît vraiment bizarre. Il fallait vendre notre produit, là je parle d'un point de vue très factuel et comptable. Donc notre produit, c'était l'éducation, l'instruction, pardon, plus précisément, l'instruction d'enfants, telle et telle classe, tel et tel niveau. Il fallait vendre ce produit à moitié du prix de ce que ça allait nous coûter. Si on voulait rester... Pas très logique quand on dirait non. Pas très rentable. si on voulait rester dans quelque chose de faisable. Globalement, pour dire des chiffres, on demande, un peu généraux, on demande à chaque parent environ 2 000 € par an de frais de scolarité. Au départ, le coût réel d'un enfant, c'était presque 4 000. Maintenant, ça a descendu puisqu'on fait des économies d'échelle, il y a plus d'enfants. Et donc, dès le début, c'était ce qu'on leur demandait. Alors, ça paraît une grosse somme, 2 000 € pour un enfant dans une année. L'avantage est quand même que les parents n'ont pas à payer du tout de cantine. Parfois, la cantine dans certains établissements, ça peut être un bon gros budget. Là, les parents n'ont pas du tout à payer de cantine puisque c'est le système un peu anglo-saxon nordique où les enfants apportent leur popote, leur lunchbox, leur tartine, leur panier repas, voilà. Donc, du coup, on partait sur ce principe-là. Et dès le départ, et ça a été un des énormes rôles de l'association, en plus de l'administration telle quelle de l'école, il a fallu aller chercher des sous. Beaucoup de sous. Beaucoup de sous, de plus en plus chaque année. Puis là, un petit peu moins, on est arrivé à un palier, puis on l'a dépassé, on diminue. Et donc, il a fallu aller chercher ces sous. Et ça, c'était un vrai défi pour nous. On n'était pas trop de tous ceux qui étaient dans l'association pour aller convaincre, mendier aussi. C'est surtout ça, c'est le sentiment de mendier. Voilà, convaincre et mendier dans nos entourages proches, plus loin, plus général, oui. Et en fait, on a été très touchés parce que les gens ont répondu. Ils ont perçu, je pense, on a l'impression, l'idée générale de notre projet qui était pour des enfants, dans l'intérêt des enfants, avec, je le répète, zéro bénéfice financier pour nous. Et en fait, les gens ont répondu et on a eu beaucoup de dons de privés. Les premières années, c'était vraiment le bouche à oreille dans nos entourages. On a fait toute une campagne de com. Ça aussi, il fallait découvrir, se lancer là-dedans. C'était un peu... On n'avait pas perçu l'ampleur au début, mais ça a marché et on peut être un peu fier quand même. Ça nous a permis en fait d'avancer chaque année. C'est-à-dire que chaque début d'année, quand on commence l'année, on n'est pas sûr de pouvoir la terminer. Et encore, cette année, on est dans le même cas. C'est-à-dire qu'on est en train de finir l'année et se dire « Ah, il faut encore finir de boucler le budget ». Et c'est vraiment ça. C'est que chaque année, comme on se repose sur les dons, c'est un vrai stress. Il y a un vrai stress. Dans ce questionnement. Chaque début d'année, en réunion de parents-profs, de parents avec l'association, c'est on attend à trouver, comment on va faire, il faut que chacun y mette un peu du sien. Donc on a plein d'idées, et depuis 7 ans, ça a marché. Parce que chaque année, on a bouclé le budget. Au départ, beaucoup avec des dons de particuliers, un peu avec des dons de fondations aussi. On a été soutenus par plusieurs fondations et ça, c'est précieux. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, il y a aussi, à l'inverse, pour ne pas avoir à dépenser, comment économiser de l'argent. Et donc, on demande aux parents d'avoir un rôle particulier dans cette école par rapport à d'autres écoles où finalement, pour ne pas avoir à payer, on ne dépense pas. Et donc, jusqu'à présent, les parents, par exemple, faisaient la surveillance de déjeuner. Donc, c'était au prorata du nombre d'enfants qu'ils avaient et du nombre de jours de cantine. Ce qui fait que certaines familles venaient vraiment très régulièrement surveiller la cantine. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure.
Le côté compliqué, c'est que ça vous pompe sur votre propre pause déjeuner, aussi bien si vous bossez à Vernon que si vous êtes juste mère au foyer, mais malgré tout, ça vous prend du temps. Donc ça fait partie des vraies contraintes. Et en même temps, ça travaille aussi au niveau de l'esprit d'école, où finalement tous les parents ont la possibilité de voir dans quel cadre évolue leur enfant. Donc avec qui ? Les copains aussi ? Et donc découvrir les copains, voir comment ça fonctionne, et donc entretenir aussi cet esprit de famille qui est vraiment cher à mon cœur, parce que c'est ce qui fait la force de cette école. Et c'est vrai que les parents sont obligés de s'investir dedans. Il y a aussi le ménage, c'est-à-dire que les parents viennent plusieurs fois par année faire le ménage de l'école, ce qui permet aussi de connaître les classes. Oui. Mais ça reste aussi une contrainte parce que ça vous prend du temps sur votre soirée, sur votre week-end, où vous êtes obligé de passer 1h30 ou 2 heures de votre temps à les briquer. Mais en même temps, c'est aussi pour les enfants de voir que ce n'est pas seulement l'école où on les dépose le matin et on les récupère le soir, mais c'est aussi un peu l'école de papa et maman, parce qu'il y a aussi des pôles travaux, par exemple, où on va demander de l'aide aux parents de venir bricoler. Là, on est en plein déménagement, les parents s'investissent aussi pour nous faire une belle école. On a aussi des grands événements comme le marché de la Saint-Nicolas, ou la kermesse, où pareil, chaque parent va mettre un peu le pied à l'étrier pour pouvoir... voilà, c'est ça, ou beaucoup. Le pied à l'étrier pour avancer. Et donc voilà, c'est une vraie différence, c'est vrai par rapport aux autres écoles, mais qui a vraiment une vraie plus-value aussi, parce que c'est ce qui fait l'âme de l'école, et que c'est pas juste l'âme de la directrice, c'est pas juste l'âme des maîtresses, c'est pas juste l'âme des enfants, c'est aussi l'âme des parents. Et ça me permet de faire la transition sur tout ce qui est la confiance mutuelle entre les parents, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Moi, je ne suis pas la maman de tous ces enfants. Je me considère un peu comme la mère poule, je les aime beaucoup, j'en prends soin, ce sont mes petits poussins. Mais en fait, c'est avant tout... Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et nous sommes là juste en soutien dans leur éducation. On est là pour les instruire et pas tant pour les éduquer. Et donc, c'est en travaillant main dans la main avec les parents d'élèves que l'on peut aider l'enfant. En fait, ça permet vraiment d'être comme des tuteurs, mais des tuteurs où finalement, comme on est deux, on est solide, on est bien ancré dans le réel, et bien l'enfant peut facilement monter et s'épanouir parce qu'il sent que tout est raccord pour lui. Et donc oui, il y a beaucoup d'implications, on demande vraiment aux parents beaucoup de choses, mais je crois que le fait qu'ils se donnent autant permet aussi que les enfants se donnent beaucoup et font que l'école donne beaucoup à ses enfants, et donc que les enfants peuvent pleinement en profiter comme un bon terreau fertile qui leur permet de grandir. En fait, c'est très pédagogique. L'enfant qui voit que ses parents ont leur place au sein de l'école, aussi bien pour faire le ménage que pour rigoler avec la directrice à d'autres moments, l'enfant, il regarde forcément l'école comme quelque chose qui fait partie de sa vie, et donc ça l'aide à se construire, à construire sa vie. Il n'y a pas d'un côté l'école, d'un côté la maison. Il y a tous ceux qui sont là pour m'aider à grandir, et j'ai confiance en eux. Et donc, si papa et maman font confiance à cette école, donc je leur fais confiance. Et la confiance, c'est la base de l'éducation et la base de l'apprentissage. Parce que si j'ai confiance en vous, alors j'ai envie de vous écouter. Et donc, ce que vous allez me dire m'intéresse. Et donc, je serai prêt à le prendre pour moi et à l'utiliser. Les particularités de l'école, c'est ce côté intégral. C'est vouloir prendre toutes les facettes de l'enfant. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un cerveau qui arrive à l'école. Finalement, on a aussi... le côté affectif où potentiellement ils se sont disputés le matin avec leurs parents parce qu'ils n'ont pas été assez rapides à mettre leurs chaussures et qu'on était hyper pressés à la bourre, qui n'a pas connu ça. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont peut-être mal dormi. La nuit a pu être chaotique. Voilà, donc émotionnellement parlant, quand on a un enfant qui arrive, il arrive d'une certaine manière et il faut aussi l'accueillir comme ça. Et à l'école, on prend le temps de l'accueillir comme ça. Oui, et ça, c'est vrai qu'en tant que parent, on arrive, on peut dire à la maîtresse un petit mot, juste pour expliquer. Et ça, c'est précieux. Il faut juste dire, ce matin, c'est compliqué. Et ça permet que nous aussi, on le reçoive de manière différente. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est aussi le côté physique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école et pour l'instant, au niveau moteur, c'est pas encore développé. Il faut que nous, on les développe, qu'on les force aussi à sortir de leur petite routine tranquille. Et ça, et finalement, ils déploient leurs ailes petit à petit. On va y aller avec douceur, mais en disant, non, là, il va falloir faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, et on va leur montrer qu'ils en sont capables, on va les encourager pour. Et hop, petit à petit, ça va avancer.
Il y a aussi tout le côté spirituel, parce que chez nous, c'est aussi quelque chose qui est important. Où c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir la connaissance au niveau spi, au niveau catho, parce que on part du principe que c'est aussi... alors moi, ça fait partie des choses qui me nourrissent aussi et qui font que ça me donne envie de me dépasser et d'aller plus loin et chaque jour, parce que je me dis que le jeu en vaut la chandelle. On va dire, si on devait faire un pari de Pascal, on pourrait être dedans. Mais il y a aussi tout le côté de ce que ça apporte aux enfants, dans toutes les valeurs et les vertus qu'il y a à transmettre. Je trouve que c'est beau aussi. Mais après, c'est aussi leur donner la possibilité d'être libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur imposer, on est là pour leur transmettre, qu'ils le voient, qu'ils le connaissent. Je trouve que dans le monde actuel, notre monde est fait de plein de choses spirituelles. Si vous allez dans un musée, vous avez des magnifiques tableaux qui deviennent pour toute une partie de la population quelque chose de complètement muet, parce qu'ils n'ont pas reçu, parce que le côté catho n'existe plus tellement dans notre quotidien, et qui finalement leur prive aussi toute une partie de culture qui fait que les œuvres d'art vont devenir muettes. Et ça, je trouve ça dommage, et je trouve que c'est important de pouvoir transmettre aux enfants aussi cette partie-là, qu'ils puissent admirer vraiment pleinement et entièrement le monde qui les entoure, pour pouvoir le défendre, le protéger. Et donc c'est aussi ça. Et il y a aussi le côté intellectuel, parce que si on regarde tous les pans, donc on a vraiment le côté intellectuel pur, donc la connaissance, on a tout le côté donc spirituel, on a le côté corporel, on a le côté émotionnel, corporel et physique, et on a aussi le côté intellectuel, mais plus développé encore, c'est l'apprentissage à la liberté. Pour moi, c'est primordial que les enfants soient libres, tout comme pour moi le côté spi, je suis pas là pour leur imposer, mais pour leur proposer, et qu'après ils s'en absorbent, ils le découvrent, et qu'après ils fassent leur choix libre et éclairé. Mais c'est aussi leur donner la possibilité, dans les méthodes, dans les façons, dans le raisonnement, dans les méthodes pédagogiques qu'on utilise, leur donner la possibilité d'être pleinement libre et de pouvoir faire des choix en conscience plus tard. Et ça passe notamment, par exemple, il y a Elisabeth Nutz, qui est une pédagogue du 20e, 21e siècle, qui, elle, aide justement à la verbalisation pour faire en sorte que toutes les informations passent dans le cerveau gauche du cerveau. Le cerveau droit va être plutôt comme un photocopieur. Le cerveau gauche, c'est vraiment là où va être la logique, le raisonnement. Et donc, c'est apprendre aux enfants à ne pas encombrer leur photocopieur, qui soit tellement plein, là, leur ordinateur qui rame tellement, on leur a mis dans le bureau, là, vous savez, quand on met toutes les icônes là, qui sont pleines, en fait, ça rame, on ne sait plus où c'est, quand on regarde, on ne voit plus. Mais de leur apprendre à les ranger, ces informations, pour pouvoir derrière aller les chercher, que ça soit bien positionné, et que derrière ils puissent extraire le raisonnement nécessaire pour décrypter le monde qui les entoure. Et donc ça, c'est l'étape, la 5e partie, qui va un peu plus loin que juste intellectuellement parlant. Je suis hyper fort en maths, je suis hyper fort en français, mais il y a plus que ça, c'est leur donner par les méthodes qu'on utilise, c'est pas forcément dans des trucs extraordinaires, mais par les méthodes qu'on utilise, leur donner la possibilité de ranger dans leur cerveau pour pouvoir le réutiliser à bon escient plus tard. Et alors, ça ressemble à quoi le quotidien d'un élève à Saint-Joseph-l'Espérance ? Déjà, ça commence chez les familles. Alors, c'est Armelle qui peut répondre. Comment commence le début ? Est-ce que déjà les enfants ont envie d'aller à l'école ? Moi, la plupart du temps, oui. Vraiment enthousiaste. Il y a quelques matins difficiles où on n'a pas envie d'y aller. Mais c'est jamais compliqué. Donc, voilà. Après, c'est un peu classique. On les dépose, sauf qu'on peut voir les maîtresses. Donc ça, c'est pas forcément classique. Les parents peuvent entrer dans l'école. C'est pas juste du lâchage de paquets devant le portail. Et puis après, je te laisse... Après, c'est nous qui les récupérons. Alors, chez nous, la journée commence par la prière du matin. Permet de confier la journée pour qu'elle se passe au mieux. Ensuite, on a toujours un temps de motricité. La motricité va s'appuyer notamment sur de la brain gym, du yoga. En fait, le but, c'est de pouvoir entraîner le cerveau aussi par le corps. En fait, si le corps se développe bien, et bien finalement, on rend l'esprit disponible à l'apprentissage aussi. C'est évacuer les tensions. C'est notamment avec le yoga, il y a plein de choses qui permettent d'évacuer les tensions. Et par exemple, si ça s'est mal passé le matin à la maison parce qu'on s'est réveillé du pied gauche, et bien dire c'est pas grave, hop, on évacue tout ça, on le transforme en de la belle chose et hop, on avance. Donc ça, c'est la motricité du matin. Et après, les matières fondamentales sont plutôt le matin pour avoir un esprit, on va dire, plutôt disponible à ça. On a des beaux temps de récréation. Ensuite, il y a le déjeuner. Et puis l'après-midi, ça va être plutôt des matières dites d'éveil. Donc avec tout ce qui est l'histoire, la géographie, la découverte du monde, la poésie, l'anglais. Enfin voilà, des matières, on va dire, plus d'éveil, en tout cas de découverte du monde.
Donc ça va être les deux parties. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui est pris pour lire, écrire, compter. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est un peu aussi une tendance qu'on perçoit dans d'autres systèmes d'enseignement, où en fait, on survole beaucoup de choses, on intéresse les enfants à énormément de choses. En soi, c'est bien, sauf que le temps n'est pas extensible, et que moi, je trouve ça vraiment dommage quand ça prend le pied sur la base qui fait que quand on regarde les chiffres en France, à l'entrée en 6e, il y a encore beaucoup et trop d'enfants qui ne savent pas lire, écrire et compter selon les statuts de concours, enfin pas de concours, de trucs internationaux, là, style PISA, etc. Des évaluations. Voilà, exactement, des évaluations internationales. On s'aperçoit que, hélas, la France n'est pas très bien placée. Et je pense que ce saupoudrage de beaucoup de matières, de beaucoup d'informations, de sujets divers, y est pour quelque chose. Donc c'est vrai, maths et français principalement le matin parce qu'ils sont disponibles et parce qu'on peut aller plus loin. C'est aussi prendre le temps dans ces apprentissages. Parce qu'en fait, on peut se dire que ce sont des éponges. Et c'est vrai, ils prennent beaucoup de choses, mais il faut savoir prendre le temps aussi. Oui, en fait, un enfant de petite section, certains sont déjà capables d'apprendre à lire. Mais est-ce que derrière, on aura mis tout en place pour faire en sorte que cet apprentissage de la lecture soit fait correctement, avec un vrai sens derrière ? Est-ce qu'ils auront eu le temps de concrétiser les choses, de le voir dans le réel ? Ou est-ce qu'on va juste les pousser déjà vers une certaine abstraction ? C'est vraiment prendre le temps de manipuler, de faire du travail concret, d'aller s'émerveiller sur ce qui nous entoure, de découvrir les choses, de voir vraiment concrètement qu'est-ce qu'un trait horizontal ou un trait vertical, qu'est-ce que c'est. Eh bien ça, c'est prendre le temps. Et ça veut dire que nos élèves, par exemple dans la lecture, on va beaucoup pousser au niveau du sens. La fluence a une importance, mais elle a une importance plus tard. Les premières choses qu'on va faire, c'est dans nos méthodes, donc par exemple méthode alphabétique et puis syllabique de la lecture. Alphabétique, on va vraiment s'appuyer sur les lettres, sur le son, et après on va s'aider avec le mécanisme du syllabique. Mais on va vraiment prendre le temps que les premiers mots que les enfants lisent, c'est os, as. Pourquoi ? Parce que derrière, on peut mettre l'as, on sort la carte du jeu, on dit ça, c'est un as. L'enfant sait que derrière la chose qu'il va lire, derrière le mot qu'il va lire, eh bien, il y a du sens derrière. Et donc, ça prend plus de temps parce qu'en fait, on ne cherche pas à vouloir aller à toute vitesse. Et donc, si je prenais en fin de CP test de fluence, on ne serait pas forcément excellent. Mais par contre, si je prends au niveau de la compréhension fine d'un texte, alors les élèves sont excellents. Et donc en C1, la fluence se met en place, donc la fluence, c'est-à-dire la rapidité de lecture, parce qu'en fait, il n'y a plus d'handicap au niveau du sens et que les choses se sont mises en place. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui finissent en CP, ils ont un test de fluence nickel chrome. J'ai souvenir d'une élève qui en C1 me lisait un texte, j'en aurais eu la larme aux yeux, mais vraiment c'était magnifique, magique, le ton et les guillemets nickel. Quand on lui posait une question de quoi parle le texte, elle me regardait avec des yeux vides. Non, j'en sais rien en fait. Et pourtant, mais j'étais bluffée. Je m'étais dit, mais comment une personne qui lit aussi bien ne peut pas comprendre ? Et en fait, elle avait tout. Elle avait le code général des choses, mais par contre, elle n'avait pas le fond. Et nous, c'est prendre le temps. Et donc, ça prend souvent plus de temps de vouloir monter au niveau du raisonnement. Mais par contre, derrière, une fois que c'est établi, tout se déroule beaucoup plus facilement. Ils ont un vrai accès au sens, ce qui est pour moi essentiel plus tard dans leur contrat d'assurance ou de voiture. Et bien en fait, ils en auront besoin. Et souvent, en prime, le goût de lire. Et le goût de lire, parce qu'en fait, souvent, si on comprend, on a envie de lire. Parce qu'en fait, on découvre un monde merveilleux derrière, qui est bien plus important que juste comme ça. Tu parlais de sanctions cohérentes tout à l'heure, Armelle, en disant que c'était la réponse que tu avais donnée, Constance. C'est quoi une sanction cohérente ? Déjà, pour moi, ça peut pas être quelque chose qui est en rapport direct avec l'école. C'est-à-dire que faire des lignes pour faire des lignes parce que vous êtes puni, pour moi, c'est pas ça. Parce qu'en fait, ça vous apporte rien. Deux, pour moi, l'écriture, ça doit pas être... de l'écriture. L'écriture, pour moi, doit pas être une sanction. Enfin, personnellement, j'aime écrire, je trouve ça chouette. Ça peut pas être non plus faire des exercices de français, parce que pour moi, c'est toujours pas une punition. Enfin, j'avais vu une école où c'était apprendre une poésie par cœur. C'était ça la punition. Alors moi, en tant que prof de français, j'étais un peu crispée, quoi. Alors que nous, nos élèves, ils raffolent faire des poésies. Ça fait partie des grands moments. Et au début, c'est long, fastidieux, mais ils aiment vraiment ça.
Et donc, ça les aide pour le théâtre après. Et donc, c'est trop dommage. Donc, moi, c'est plutôt essayer de trouver, par exemple, tu as fait mal à quelqu'un, et bien, potentiellement, ça peut être lui faire un dessin, lui faire une lettre d'excuse. C'est quelque chose qui va être en rapport réel avec l'humain. Tu as abîmé quelque chose, tu vas le réparer. C'est des choses qui ont du sens derrière. Et parfois c'est pas une sanction, c'est pas forcément le truc horrible qui vous enchaîne à quelque chose. En fait, réparer, c'est pas forcément quelque chose de terrible qui va vous mortifier. Le but c'est pas ça. L'idée c'est de réparer pour retrouver sa dignité et ne pas humilier. Et ça c'est ça que c'est pas une humiliation. Par rapport à certains endroits que j'ai pu voir, n'humilie pas l'enfant. Voilà, si je te sanctionne, c'est pas pour t'humilier, c'est pour te faire comprendre, te montrer que il y a des conséquences et qu'il faut réparer ces conséquences. Mais en soi, qui ne s'est jamais planté Est-ce que tu fais tout parfaitement, Sabrina? Toi, Armelle, tout parfaitement? Toujours. Voilà, et en fait, même moi, et en tant qu'adulte, ça m'arrive aussi d'aller m'excuser auprès d'un élève si je me suis plantée. Ça peut arriver de se dire, tiens, j'ai grondé un tel, alors qu'en fait, c'était Bidule qui avait mal fait. C'est tout. Ça ne me coûte rien, ça ne m'enlève rien à qui je suis d'aller m'excuser auprès de cet enfant. Et en fait, ça lui apprend aussi derrière que lui aussi, il peut s'être planté, il a le droit d'aller demander pardon. C'est toute cette dynamique-là. Et donc, dans une école, il y a des personnes qui sont importantes, ce sont les maîtresses, les maîtres primordiales. Comment ça se passe pour le recrutement d'une maîtresse ou d'un maître dans une école indépendante? Ça reste toujours un challenge parce qu'en fait, il faut vraiment qu'elle soit aussi raccord avec le projet pédagogique, qu'elles aient vraiment envie d'être pleinement. C'est-à-dire qu'on a cette liberté, on a la grande chance de pouvoir choisir nos maîtresses. Et donc, nos maîtresses ont aussi pleinement la liberté de nous choisir, nous. En fait, c'est des fiançailles, c'est un mariage, mais en fait, c'est une communion. C'est que d'un coup, on doit trouver la personne qui correspond pleinement au projet éducatif et pédagogique. Et donc, ça reste un challenge parce qu'il faut aussi qu'on trouve dans la population quelqu'un qui a envie exactement de rentrer dans cet état d'esprit de joie et de confiance pour faire monter et grandir les enfants. Donc ça reste un recrutement qui est quand même assez pointilleux avec pas mal de questions qui partent aussi bien de la philosophie avec pourquoi est-ce qu'on veut devenir maîtresse, mais aussi qu'est-ce que pour nous travailler, parce qu'en fait si je vous pose la question de pourquoi est-ce que tu travailles, Sabrina, tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas me dire tu travailles parce que tu travailles, donc je sais pas, on attribue ça à Peggy, mais Peggy qui va à Chartres, il croise une première personne. Que fais-tu? Je casse des cailloux. Super, tu casses des cailloux, très bien. On dit ok, et il passe un deuxième. Que fais-tu? Je casse des cailloux pour nourrir ma famille. Et le troisième, que fais-tu? Je construis une cathédrale. Et en fait, les trois font la même action, mais ils n'ont pas du tout le même but. Et en fait, moi, quand je recherche une institutrice, je ne cherche pas à ce qu'elle casse des cailloux. Qu'elle nourrisse sa famille, c'est déjà une noble cause, je ne vais pas dire le contraire. Mais quand on travaille avec des enfants, on cherche avant tout des personnes qui ont envie de construire des cathédrales, parce que chaque enfant est une cathédrale en puissance, et donc on a notre pierre à poser sur l'édifice. Donc c'est un challenge, mais voilà, c'est chercher des gens qui ont aussi envie de changer le monde à leur manière, en apportant le meilleur aux enfants et un bout de leur âme. Quand on est institutrice ou instituteur, mais je n'ai pas encore eu la chance d'en avoir, mais voilà, tout à fait, n'hésitez pas. D'école indépendante, c'est avoir envie de donner une partie de soi. C'est pas juste... quand j'ai commencé à devenir institutrice, au tout départ, quand je m'étais dit qu'est-ce qu'être institutrice, je me disais trop cool, franchement, l'instit. Commence à 8h, elle finit à 16h30, elle le mercredi, les week-ends et les vacances. Franchement, mais c'est le bonheur. Ouais, je me suis rendu compte que dans la vraie vie, c'était pas vraiment comme ça et qu'une institutrice, en réalité, elle bosse le week-end, le mercredi, le soir, la nuit. Et que finalement, moi je me souviens, c'était une de nos profs qui nous avait envoyé cette petite image où on voyait une ville complètement dans le noir avec juste une petite loupiote à une fenêtre et c'est écrit elle est institutrice. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est celle qui se donne. Et que dans nos écoles, on est encore obligé de se donner encore davantage parce qu'en fait, quand on va quand on doit s'adapter à plusieurs enfants, finalement, il faut travailler. On ne peut pas juste se dire je vais m'adapter comme ça. Non, ça nécessite un vrai investissement derrière. Et il y a aussi toute la partie
vous allez faire une balade en forêt et là vous allez tomber sur un ah bah ouais malson de choses, très bien je vais récolter, puis au final vous récoltez des glands, des pommes de pin, des feuilles, vous allez tomber sur des champignons, puis finalement vous allez faire votre leçon de choses le lundi, mais votre week-end vous l'aurez porté avec vous, vous aurez porté votre métier aussi. Donc donc il y a plein d'autres métiers qui sont comme ça, mais le nôtre est particulier parce qu'en fait il est pour des enfants et en fait une certaine pression, hein. Vous pouvez pas vous louper à partir du moment où vous travaillez avec des enfants. Mais c'est aussi très gratifiant. C'est magnifique. Parce qu'on voit le résultat concret de notre travail. On les voit grandir petit à petit. Et puis c'est vrai que quand on revoit après les ados, moi ça y est, mes premiers élèves, ils sont en études sup. Donc ça ne me rajeunit pas, mais au moins je trouve ça chouette. Une de mes élèves qui était pourtant nulle en français à l'époque, elle va devenir orthophoniste. On se dit finalement voilà, étape par étape, les choses se sont mises en place et je trouve ça génial qu'elle puisse elle aussi apporter sa pierre à l'édifice en tant qu'orthophoniste. C'est trop chouette. Donc ça fait partie des challenges. Est-ce qu'il y a eu d'autres grands challenges à relever pour Saint-Joseph-l'Espérance? Oui, des petits, des grands. Moi, les deux choses qui me marquent si j'ai réfléchi a posteriori, c'est la première, c'est de ne pas nous être vraiment rendu compte du détail de chaque chose qu'il y avait à faire pour construire ce genre de projet. Et en fait, on s'est aidé, je vous en ai parlé de base, la Fondation pour l'école nous avait proposé, nous a aidé, c'était très précieux. Mais en fait, il faut vraiment s'adapter à un terrain précis, à un moment précis. Et certes, il faut faire telle tâche, mais telle tâche, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, moi, maintenant? Et combien il y a de sous-tâches pour faire cette tâche-là? Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est que on a avancé petit à petit, mais sans trop mesurer l'ampleur de tout ce qu'il y avait à faire. Je pense que c'était très bénéfique, mais j'ai trouvé que c'était un peu parfois lourd de nous dire, non seulement c'est jamais fini, mais en plus ça augmente. Ça amplifie. Voilà, ça amplifie. Ça, j'ai trouvé que c'était pas évident. Heureusement qu'on était nombreux. Ça, je pense que c'est vraiment précieux. Il faut pas se lancer dans ce genre de gros projet à trop petit. Ça peut pas tenir. Ça, c'est pas viable. Et alors, la deuxième chose aussi, ça, je pense que c'est plus le côté entrepreneurial, parce que là, on n'est plus dans le pédagogique, mais tous ceux qui ont lancé des grands projets me comprendront. J'ai trouvé assez difficile, finalement, même si c'était une joie aussi, d'avoir en permanence la charge mentale. Et un peu comme Constance vient de dire pour ses maîtresses quand elles se baladent en forêt, nous, en tant qu'administrateurs de l'école, dans ses débuts fragiles, dans ces années où il fallait tout mettre en place et puis surtout entretenir après, tout était orienté en permanence prioritairement sur l'école. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on devait pouvoir tout laisser tomber, mais tout à la seconde, parce que pour l'école, il y avait quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident à gérer, en famille gérer notamment. Des dossiers dans la voiture en allant en vacances, n'est-ce pas? Ouais, voilà, pendant les vacances, je me souviens de trucs mais complètement épiques, au bord de la mer, avec le vent, il fallait rappeler le service de l'urbanisme et ce genre de trucs, parce que c'était maintenant, là, tout de suite, et nous, en plus. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas dire, demandez ça à mon collaborateur. Il n'y en avait pas. Donc voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était pas évident au niveau poids mental. Pas facile forcément en famille avec les enfants, parce que clairement, pendant quelques années, l'école, à certains moments, a passé avant tout. Organiser toute son année, ses vacances, ses déplacements, ses présences, son quotidien, au milieu d'un rayon de supermarché, paf, on arrête tout. Le soir, au milieu d'une histoire qu'on raconte, paf, on arrête tout. Voilà. Donc ça, c'était un vrai défi, je trouve. Et je suis contente, en fait. Là, j'ai un peu passé la main à la nouvelle équipe d'administrateurs qui s'est constituée successivement. Et j'avoue que c'est une des choses qui me soulage maintenant d'avoir moins cette charge mentale. Je dis pas que je l'ai plus, parce que dès que l'occasion se présente, on pense à l'école, mais de la partager. En fait, c'est plus nous qui sommes complètement responsables. Et je pense que ça, c'est bien. Dans les challenges, oui, comme dit Armelle, il y a forcément la charge mentale, ça en fait partie. C'est vrai que je vais bientôt être maman de 4, mais en fait, je suis vraiment maman de 5. Et que l'école prend une grande place et qu'après, c'est réussir à faire en sorte que sa vie de famille soit quand même stable, malgré le fait qu'il y ait en plein milieu une école et que vraiment, nous, on gravite autour et que l'école reste quand même... parce que
elle a besoin de nous finalement tout le temps. C'est un bébé, mais ça reste un nourrisson, quoi. C'est, en gros, c'est les tétés nocturnes, le changement de couche. Enfin, voilà, ça s'autonomise peu à peu, mais on n'y est pas encore. Donc, il y a ce challenge-là. Je trouve que c'est aussi garder l'esprit initial aussi. C'est-à-dire que c'est amené à évoluer et c'est même une belle force, une belle puissance. Enfin, c'est aussi un accomplissement. Mais en fait, il y a aussi un certain nombre de forces qui est là. Enfin, la force de notre école, c'est justement cet esprit de famille. Mais elle a ses contraintes, en fait. Et l'esprit de famille et le rayonnement qu'elle a et la puissance qu'elle a, et donc cette possibilité de construire les enfants, de les épauler, n'existe que grâce à cet esprit familial. Mais que pour avoir cet esprit familial, il faut un certain nombre d'investissements des parents. Et qu'en fait, c'est aussi parce qu'il y a ces contraintes-là, comme l'investissement des familles et des parents, que l'esprit de famille peut perdurer. Et ça, je trouve que c'est un challenge de réussir à trouver le juste équilibre, c'est-à-dire ne pas noyer les parents sous l'investissement, parce que clairement, ils en peuvent plus, ils ont plein d'autres choses, il y a l'école de danse, l'équitation, enfin, il y a plein de choses, leur vie, tout est important. Mais en même temps, s'il n'y a pas cet investissement des parents, nous, on perd une partie de notre âme. Et ça, c'est pour moi le plus grand challenge, c'est de réussir à trouver ce juste équilibre entre un peu d'investissement des parents pour garder cet esprit de famille et en même temps les libérer aussi d'un certain nombre de contraintes non essentielles, entre guillemets, pour permettre à l'école de grandir et de trouver aussi leur compte dans notre modèle d'école. Pour moi, voilà, c'est le challenge. Puis après, on a eu le challenge locaux, parce que pendant très longtemps, on m'avait vendu une petite école en me disant « c'est pour un an, juste pour un an !» Et puis, 7 ans après, on était encore dedans, mais le challenge commence à diminuer, puisque nous avons trouvé de quoi déménager grâce à une entreprise de Vernon là, qui nous soutient. Et donc, on a la possibilité d'avoir des beaux locaux et donc une certaine assurance pour la suite aussi. Oui. Et ça, j'avoue que c'est une grande page bouffée, qui s'ouvre. Et une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que d'un coup, on va se retrouver dans des locaux plus grands, mieux adaptés. Et donc, aussi la possibilité de déployer encore autrement et de manière plus précise encore le projet pédagogique de l'école. Et d'accueillir les enfants en liste d'attente depuis plusieurs années, quoi. C'est étonnant de voir dans une ville, Vernon, une petite ville, on est 25 000 habitants, hyper dynamique, avec une grande attractivité pour les familles notamment, c'est vrai. Mais voilà, on a très vite eu des listes d'attente parce que concrètement, au bout d'un moment, on ne peut plus pousser les murs. Et oui. On s'imagine bien que fonder une école, ça nécessite du soutien. D'ailleurs, Saint-Joseph-l'Espérance, si je ne me trompe pas, c'est la première école privée hors contrat de confession catholique de l'Eure. Et donc, c'est pas rien. Non. Comment est-ce qu'elle a été accueillie par les institutions vernonaises et des alentours et qui a fait partie de vos plus grands soutiens? Dès le début du projet, on voulait que ce projet fasse partie du territoire. On soit pleinement intégré. Voilà. Donc, dès la jeunesse du projet, on s'est lancé dedans en septembre 2015. Très rapidement, on allait rencontrer le maire de l'époque en lui disant, voilà notre idée, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez, vous, comme idée pour nous adapter, pour coller à la demande, voilà, pour qu'on soit dans la collectivité locale. Famille. Voilà. Mais ouverte. Voilà. Et donc, il nous a dit, très bonne idée, plus il y a d'offres, plus il y a de gens contents, donc allez-y, foncez. Et c'est vrai que, au point de vue administratif et dans leur mission de conseil public, les services administratifs divers, que ce soit local à la mairie ou même à la préfecture, au tribunal de grande instance, un peu partout, les pompiers, les personnes responsables de tout ce qui est norme pour tout ce qu'on appelle je ne retrouve plus le mot à la seconde. Tout ce qui est pour accueillir du public. Ouais, accueillir du public spécifique, les personnes à mobilité réduite, etc. Moi, j'ai été vraiment étonnée de voir le soutien de ces personnes qui n'hésitaient pas à nous conseiller. Vraiment, c'était précieux, tout ce conseil. Donc même les entrepreneurs, parce que quand j'ai souvenir de M. Braquet qui vraiment avait été... il était entrepreneur, il était là pour travailler pour les locaux et en fait hyper soutenant aussi. Il est même venu à l'inauguration de l'école, donc, où en fait finalement il y avait aussi ce cœur des autres personnes qui venaient rejoindre le cœur de l'école aussi. Qui étaient touchées par le projet. Voilà, c'est ça, et qui se sentaient aussi portés et qui menaient leur petite pierre à l'édifice. Donc je trouve qu'on a quand même eu beaucoup de soutien à ce niveau-là, de bienveillance. Aussi d'un point de vue spirituel. Donc nous on voulait que l'école s'intègre localement dans l'église locale.
locale. Donc on est allé présenter le projet à notre évêque, à notre curé bien entendu. Et pareil, dans l'idée de dire, voilà notre idée, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil. Et ça, je pense que c'est une bonne démarche. De pas arriver avec un truc complètement ficelé en disant, voilà, c'est ça. Plutôt de dire, on pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, comment. Et d'ailleurs, on a écouté aussi certaines suggestions. On a un peu modulé notre projet en faisant plutôt comme ci, comme ça. Ça permet de prendre de la hauteur finalement. Nous, on se retrouve aussi dans le nez dans le guidon avec un tas de problématiques qui nous tombent dessus. C'est aussi la possibilité d'avoir de la hauteur. Et on se rend compte que très vite aussi, en faisant ça, on a été d'une certaine façon petit et modeste, petitement et modestement, mais acteur du territoire. On est vraiment inséré dans la vie locale. On a participé à plusieurs manifestations organisées par la mairie. J'étais trop contente de pouvoir aller à la foire de Vernon avec les élèves. Donc le vendredi après-midi, comme on était petits, c'était facile. Et donc on avait pu aller dans les rues de Vernon, faire les chevaliers et autres, découvrir les canons et autres. Enfin voilà, donc la possibilité aussi de pouvoir pleinement profiter des infrastructures. Oui, voilà. On a fait partie plusieurs fois on avait un stand au forum des associations locales aussi. Enfin, voilà, la visibilité, Vernon, la présence dans Vernon, c'est vraiment important de montrer qu'on est au cœur de la cité, quoi. Donc, comme tous les projets, on a forcément eu des gens qui étaient moins contents, moins d'accord avec nous et autres. Après, la force de cette équipe, c'est qu'elle s'est toujours concentrée sur partir pour les enfants et se dire là, on fait le bien pour les enfants, c'est ce qui compte. Et donc, finalement, on s'est vraiment concentré sur ce meilleur, sur les belles choses. Et finalement, je veux dire qu'on oublierait presque toutes les choses, les soutiens, l'absence de soutien qu'on aurait pu avoir à certains moments. Je trouve qu'on a eu tellement de beaux soutiens à côté et que le but étant avant tout le bien des enfants, que finalement le reste, j'ai envie de dire que moi perso, j'en ai pas grand souvenir. Non, et en plus, l'idée, de toute façon, c'est en agissant qu'on convainc. Et puis on n'a jamais voulu faire ça contre quelqu'un. Nous, on a fait ça pour les enfants. Et en fait, je pense que c'est aussi ça la vraie différence. Ouais. Et que nous, dans notre objectif, c'était avant tout pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. Une offre complémentaire. Et que c'était pas contre une école, contre le système. Non, pour les enfants, pour le bien des enfants, parce qu'on pouvait apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Saint-Joseph-l'Espérance et l'équipe de gestion pour ces prochaines années ? Est-ce que vous avez des projets en développement ou Alors, on peut nous souhaiter des dons encore, parce qu'on en a encore besoin, et ça, incontestablement, ça fait partie des choses où on en a besoin. Et chaque euro est... chaque euro compte, chaque euro est réinvesti, utilisé. Permet de déployer d'autres ailes. Concret, En fait, il n'y a pas d'argent qui dort, c'est-à-dire que ça permet à chaque fois de le réinvestir dans des nouveaux projets et pouvoir se développer un peu plus. Dans les grandes choses que nous aimerions pour la suite, c'est avoir une classe pour ce qu'on appelle une classe extraordinaire, donc pouvoir accompagner des enfants porteurs de handicap. Ça, tu n'en as pas parlé, mais tu es aussi déjà, depuis le début, très attentive à tout ce qu'on appelle les profils spécifiques d'apprentissage. Tout ce qui est dyslexie, l'école accueille pas mal d'enfants. On en a quand même pas mal, parce qu'en fait, notre modèle qui permet justement de s'adapter à tous, permet aussi de s'adapter à ce type de profil, et que les méthodes qu'on a permettent aussi de les épauler, de les porter à ce niveau-là. Donc ça, on a déjà une bonne partie là-dessus, et ça fait partie des choses que je compte continuer à développer à l'école. On avait cette année encore un petit enfant atteint de microcéphalie, donc porteur de handicap quand même assez lourd, c'est-à-dire qu'il a appris à marcher l'année dernière à 5 ans. À l'école. Presque. Avec l'école, en tout cas, ça l'a poussé aussi. Il commence seulement à manger à la cuillère depuis cette année, donc il a 6 ans. Mais néanmoins, on a pu l'adapter, l'accueillir, l'épauler. Et on l'a vu grandir, et je trouve que c'est une vraie chance aussi pour les autres enfants. Et donc c'est une classe comme ça que j'aimerais bien pouvoir développer aussi avec des enfants, pouvoir épauler d'autres familles qui en ont besoin, parce qu'en fait quand on a un enfant porteur de handicap, on se retrouve facilement seul, et je trouve que l'école a ce devoir inclusif de pouvoir les épauler, donc une classe on va dire spécifique, mais qui puisse être mélangée aussi à d'autres moments avec liés à l'école, liés aux autres classes, aux classes dites normales entre guillemets, et donc pouvoir développer des projets comme un potager permaculture, avoir des animaux, pour que justement ça soit des choses simples que les enfants puissent faire entre eux, que l'enfant soit porteur de handicap ou non, mais comme ça ils peuvent être unis pour une cause commune, et donc qu'ils ne se sentent pas exclus, et donc vraiment pouvoir les faire grandir là-dessus. Quand je vois les progrès phénoménaux de Joseph, puisqu'il s'appelle comme ça, et que
Et qu'en plus, je trouve ça très drôle parce que École Saint-Joseph-l'Espérance, je trouve que c'est un beau clin d'œil. Mais en tout cas, quand je vois tous les progrès que Joseph a pu faire, c'est extraordinaire pour lui et ça a été extraordinaire pour tous les autres enfants et pour les maîtresses et pour nous, notre vision des choses, qui permet aussi de voir encore la vie de manière différente et de voir les difficultés des uns et des autres avec un autre regard. Je trouve que ça apporte beaucoup. Donc pour moi, ça fait partie des projets que j'aimerais vraiment voir naître à l'école un jour. Après, si Dieu le veut, un collège, ça serait aussi quelque chose de chouette de pouvoir poursuivre cet état d'esprit, cet esprit familial, mais pour les plus grands aussi, de pouvoir les accompagner au mieux dans des structures en fait plus petites, parce que le but, c'est pas de devenir une énorme école maternelle et primaire ou un énorme collège. C'est juste pouvoir être dans cette continuité-là et pouvoir transmettre l'excellence dans le sens je prends un enfant là où il est pour le mener au meilleur de ce qu'il peut donner, de pouvoir continuer à faire cela pour la suite. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient aussi à cœur pour ma part. Et continuer à grandir, et prendre soin des enfants que nous aurons. Pour moi, c'est aussi un challenge du quotidien et on va dire le but même de l'école aussi. Donc on l'a dit, chaque don compte, il n'y a pas de petits dons, il y a forcément des gros dons, mais il n'y a pas de petits dons. Et il existe aussi plein de façons de soutenir une école, le mécénat de compétences, il y a plein de façons de venir soutenir ou aider ce type de projet. Moi je vous invite à aller faire un tour forcément sur le site internet de l'école, qui est très très beau, école-saint-joseph-l'espérance.fr. Et si l'instruction, l'éducation, si l'instruction particulièrement, c'est quelque chose qui compte pour vous, eh bien, vous pouvez soutenir Saint-Joseph-l'Espérance sur le site internet directement ou en prenant contact via les informations que vous y trouverez. Je laisserai bien évidemment les informations en barre d'infos. Pour terminer, notre podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, contribuer ? Contribuer, c'est mettre sa goutte d'eau pour tout l'ensemble de la société. Là, il doit y avoir une centaine d'enfants maintenant, un peu plus, qui sont passés par l'école. C'est peu, mais finalement, c'est 100 personnes, 100 individus, 100 futurs adultes de la société de demain. Et donc, c'est pas rien. Et moi, c'est ça, c'est la petite pierre à l'édifice. C'est pas la goutte d'eau, moi, c'est la petite pierre à l'édifice. Mais vraiment, dans l'optique que chaque enfant est une cathédrale, est un monument, en tout cas, à la possibilité d'embellir le monde, eh bien, c'est juste de leur donner une petite pierre et qu'elle soit bien solide pour qu'ils puissent se construire dessus. Et donc, c'est vrai que tous les enfants qui sont passés par là... et aussi, je pense les enfants, parce que tu parles des enfants, mais je pense qu'il y a aussi des familles, parce que si un enfant va bien, alors la famille va bien, et que c'est aussi ça, c'est permettre et faciliter la vie de famille, parce que l'enfant va bien dans le cadre dans lequel il est. Donc c'est aussi cette partie-là. Et un enfant joyeux, en fait, des enfants, offrir à des enfants un sens de la joie quand ils vont se souvenir de leur école primaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, j'ai fait une petite activité là, avec les anciens de Saint-Jean là, dernièrement, et je leur ai posé la question, alors quel est votre pire souvenir à Saint-Jean ? Non, mais il n'y en a pas, les pires. Il n'y en avait pas. Et j'ai trouvé ça beau parce que donc, les premiers étaient en 3e, donc on se dit, ils pourraient avoir l'œil critique. On est quand même dans l'âge de l'adolescence. Est-ce que vous pouvez me rallier et me dire un peu ? Moi, je m'attendais vraiment à avoir des réponses. Et j'aurais trouvé ça intéressant aussi pour pouvoir continuer à améliorer les choses. Mais eux, dans leur tête, c'était non, il n'y en a pas. Il n'y a que des bons souvenirs. Et ça, je trouve que c'est quand même merveilleux de finir comme ça. C'est plutôt sympathique. Ça veut tout dire. Merci à toutes les deux. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose ou... Longue vie à contribution. Oui, c'est ça. Franchement, vraiment longue vie à contribution. Et puis, contribuez tous autour de vous. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans les challenges. Menez votre petite pierre à l'édifice, vous aussi, avec les enfants ou avec d'autres projets. Mais en tout cas, foncez. Merci beaucoup. Merci à toi, Sabrina. Au revoir.